Bonjour et bienvenue à Voyage dans l'espace. Où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Il y a 40 ans, le 5 octobre 1984, un premier Québécois, Marc Garneau, s'envolait pour l'espace. Ce fut aussi l'occasion pour deux jeunes reporters de couvrir l'événement depuis Cap Canaveral et Houston. Il s'agit de notre ami Claude et de Philippe Garneau. Claude couvrait alors cette 13e envolée d'une navette pour le magazine Québec Science. Quant à Philippe, le frère de Marc, il couvrait cette mission sur les ondes de la plus importante station radio de Montréal, CKAC 73. Ce fut l'occasion pour eux de faire connaissance et de nouer une amitié qui perdure 40 ans plus tard. Dans ce balado, nos deux jeunes reporters, qui ne le sont plus tout à fait désormais, nous offrent une incursion dans les coulisses d'une envolée spatiale et nous racontent comment cela se passe pour les journalistes. Philippe a en outre le privilège de connaître de près un astronaute et le monde dans lequel celui-ci évolue. Philippe est avant tout un publiciste. Toutefois, comme son frère Marc, sa carrière a débuté dans un domaine pour s'épanouir dans un tout autre. En effet, Philippe a d'abord étudié la littérature en rêvant de devenir dramaturge. Mais au début des années 1980, il s'est plutôt consacré à la publicité, autrement dit à concevoir de petits drames de 30 secondes, ce que nous appelons des spots publicitaires. Ces 40 dernières années, il a lancé plusieurs marques de produits que nous connaissons tous. Cependant, on s'entretient avec lui à propos d'un événement qui, comme il le dit lui-même, a duré moins de 30 secondes en temps réel, mais a créé en moi des souvenirs pour toute une vie. Avant de céder la parole à Philippe et à Claude, écoutons un extrait d'archives de CKAC enregistré en direct du Centre spatial de Houston, au lendemain du retour sur Terre de Marc Garneau. Michel Vien, reporter à CKAC Télémédia, nous présente nos deux compères. Aujourd'hui, une édition spéciale du premier jour sur la mission de Marc Garneau dans l'espace. En direct du Centre spatial Johnson de Houston, voici Michel Vien. Mesdames, Messieurs, bonjour. Au Centre spatial Johnson à Houston, c'est sous la pluie. On vous présente cette émission spéciale ce matin. Il pleut à plein ciel depuis quelques heures déjà. On est dans un entourage un peu désert aussi. Tous les journalistes ont quitté le centre spatial au cours des dernières heures, évidemment, avec la venue hier soir de Marc Garneau, le premier Canadien à être allé dans l'espace, et son départ. Tout le monde a quitté le centre. Tout juste à ma gauche, je peux vous dire que j'ai un immense moteur. C'est la fusée, en fin de compte, de la fusée Saturne V. C'est le moteur de la fusée Saturne V. Et à ma droite, à l'intérieur du centre, celui-là, cependant, la capsule qui a servi aux astronautes de la mission Apollo 17. Donc, on est plongé dans le décor. Au cours des prochaines minutes, nous dresserons notre propre bilan de ce voyage qui a été marqué par quelques difficultés techniques, à tout le moins dans les premiers jours de la mission. Et pour ce faire, nous accueillerons ce matin un spécialiste des questions spatiales. Il s'agit du journaliste Claude Lafleur, chroniqueur astronautique pour la revue Québec Science. Bien sûr, Philippe Garneau, le frère de Marc, est avec nous à nouveau ce matin. Philippe a couvert cette mission pour Télémédia depuis près d'1 mois maintenant. C'est notre sommaire pour aujourd'hui. Michel Vien qui vous parle en direct de Houston ce matin, qui vous souhaite la bienvenue à cette présentation spéciale du premier jour. Merci Florent, bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est toujours un plaisir d'être au micro de Voyage dans l'espace, surtout que nous savons que vous êtes des milliers à nous écouter et ça fait vraiment très très plaisir. Petit commentaire, l'extrait audio que vous avez entendu il y a quelques secondes, c'est très amusant d'entendre ça et ça a été enregistré il y a une quarantaine d'années. Que de souvenirs ça évoque pour moi et pour Philippe. D'ailleurs, comme vous savez, j'ai à mon micro Philippe Garneau, le frère de Marc, avec qui on va faire une excellente entrevue. Bonjour Philippe. Bonjour. Bienvenue à Voyage dans l'espace. Dis-moi Philippe, on a vraiment beaucoup de choses à parler aujourd'hui. Je pense que toi et moi, on pourrait faire un balado de 3 heures si on voulait. On va essayer de se garder pas trop longtemps. Dis-moi, on a des parcours assez inusités. Dans ton cas, quand on remonte à l'époque, là, en 1984, tu n'es pas journaliste, tu n'es pas reporter, tu travailles déjà en publicité à Toronto. Comment es-tu devenu reporter radio pour CKAC? Ah, j'ai saisi le moment. Tu sais, quand ton frère devient, ou qu'on annonce que ton frère va aller dans l'espace, tu sais, il y a des événements de famille que tu te dis, celle-là, je vais passer, tu sais, etc. Mais j'étais déterminé que j'allais non seulement assister
au lancement, mais je voulais faire partie du lancement. C'est l'orgueil d'un jeune homme de 24 ans. Et parce que je travaillais en publicité, j'avais un collègue, un boss plutôt, et son frère était le deuxième en charge chez Télémédia, l'organisation de Philippe Gaspé de Beaubien. Et je jasais avec lui et je lui ai dit, « Hey, est-ce que tu pourrais contacter ton frère parce que j'aimerais lui pitcher une idée que j'offrirais ma chronique de l'entraînement de Marc durant les 6 mois qu'il avait pour se préparer pour son vol pour les heures de pointe. Et en retour, vous allez m'envoyer à Houston, au Cap Canaveral, pour suivre la mission en tant que journaliste. Et puis, j'ai retenu mon souffle, j'ai croisé mes doigts et je vais vous épargner le parcours qui a mené à l'idée qu'ils m'ont mis en contact avec André Pratt, maintenant sénateur ou ex-sénateur André Pratt de CKC, qui à l'époque était un jeune journaliste. Et sa tâche à lui, c'était de m'introduire au monde du journalisme et de m'instruire comment devenir si vous voulez, un journaliste / semi-vedette, dans le sens que c'était impossible pour les autres journalistes d'ignorer le fait qu'ils avaient parmi eux le frère du gars qui était dans la navette, et il n'avait qu'à me parler ou pendant 5 minutes pour découvrir que je n'étais pas en effet journaliste, mais parce que j'étais publicitaire, je développais à l'époque mon talent, si on peut appeler ça un talent, pour expliquer le compliqué et le rendre un peu plus vendeur. Donc, c'était pas un écart énorme de devenir journaliste temporaire pour entourer et pénétrer un événement assez historique que d'avoir un publicitaire qui était là pour exprimer comment ça a marché. Mais comme tu le sais très bien, chaque fois que je faisais mon rapport, je te demandais de vérifier mon français, mes points scientifiques. Alors, tu étais vraiment le souffleur de ma part, mais le public n'a jamais su ça. J'étais en quelque sorte ton réserviste. Tout à fait. Tout à fait. T'étais mon Bob Thirsk, quoi. C'est ça, exactement. En fait, c'est pour dire aux gens, c'est vraiment à cette occasion-là qu'on a fait connaissance, lui et moi. Et Philippe et moi, ça a cliqué. On est devenus rapidement amis. Puis ça a été très plaisant de travailler avec lui. Moi, on discutait ensemble de qu'est-ce que tu devrais faire comme topo. Moi, je te laissais aller. C'est toi qui faisais le travail. Puis moi, j'avais le plaisir de te regarder aller. Je peux raconter que de mon côté, ma carrière a commencé à la même époque. En fait, il y a un hasard amusant. Moi, je considère que ma carrière a commencé le 6 décembre 1983, quand j'ai été convoqué en entrevue par celui qui va devenir mon premier patron, Jean-Pierre Rogel de Québec Science. Et c'est vraiment à ce moment-là, cette journée-là, que ma carrière a commencé. Et comme par hasard, c'est la journée où le Canada a annoncé le recrutement de 6 Canadiens qui allaient devenir des astronautes, dont Marc Garneau. Fait que nos carrières ont commencé quasiment en même temps, du côté de Marc comme astronaute, du côté de moi comme journaliste. Et évidemment, moi, à l'époque, là, j'ai 24 ans et ça doit faire une 12aine d'années que je rêve un jour d'aller voir un lancement d'astronautes. Évidemment, j'ai suivi les lancements d'Apollo à la télé comme tout le monde. J'ai suivi tout ce qui s'est fait entre-temps. Puis je me suis dit, un jour, j'aimerais ça assister non seulement à un lancement comme le font les fois le public, mais comme journaliste. Et cette journée-là, ce rêve-là est devenu un peu réalité. En fait, au moment où je suis convoqué en entrevue, on ne sait pas que dans 10 mois, je vais assister à un lancement d'astronautes. Ce n'est pas encore prévu. Mais mon rêve commence déjà à se profiler. Dis-moi, Philippe, comment la sélection, le recrutement de Marc comme astronaute s'est fait? Tu sais, c'est un peu un grand mystère, mais je peux répondre un peu plus comment il a été sélectionné pour devenir membre de l'équipe canadienne, mais on discutera dans un petit peu comment il a été choisi pour être le premier. Mais le processus de devenir un astronaute, et vous allez être amusé par le lien, a commencé avec la publicité. En d'autres mots, il était dans son jardin à Ottawa et il lisait le journal et pour une raison ou une autre, il regardait, malgré le fait qu'il faisait carrière depuis 16 ans dans les forces canadiennes, il a vu une annonce qui demandait la candidature de gens avec les compétences qui suivaient pour devenir astronaute. En d'autres mots, c'est une pub qui l'a attiré.
Et puis, je peux pas vous dire ce qui s'est passé dans sa tête, mais je sais qu'il a fait application. Et Marc est un être humain qui, comment dirais-je, il est plutôt réservé. Il est réservé, mais il n'est pas vantard. Vous savez, les ingénieurs sont une espèce assez unique dans le sens que ils ne vont jamais déclarer qu'ils ont une compétence, ils vont attendre que quelqu'un le certifie. Parce que c'est très important ce qu'ils font et il faut vraiment pouvoir dire, moi je suis devenu publicitaire sans avoir une marque académique qui dit je te certifie comme publicitaire. Mon parcours était par la littérature, tandis que quand on est ingénieur, toutes les médailles qu'on porte ont été vérifiées et etc. Alors le point que j'essaie de faire, c'est que il a commencé, il a soumis son application et il l'a poursuivi d'une façon, de la même manière qu'un ingénieur le ferait. Il a partagé ses compétences, il a dit la vérité et donc le processus, et bien sûr, je ne sais pas ce qui s'est passé derrière, mais l'histoire ne peut pas aller à rebours à ce niveau de détail, mais la chose qui est importante à savoir, c'est qu'il nous l'a pas dit. En d'autres mots, il a soumis sa candidature, mais il s'était. Alors, vous ne saviez pas qu'il avait fait application comme astronaute? Moi, pas du tout. Pas du tout. Et tu sais, ce serait comme si moi, je vous avais pas dit que j'ai fait application pour devenir le roi d'Angleterre ou quelque chose. Non, c'est quelque chose un peu plus privé. Alors, en fin de compte, pour mettre le point sur l'histoire, j'ai découvert qu'il s'était présenté comme astronaute et avait été choisi comme parmi les finalistes quand les Canadiens l'ont appris. En d'autres mots, j'étais au bureau, j'étais à Foster Advertising à Toronto, une grande agence nationale de publicité. Puis une amie qui écoutait Radio-Canada à l'époque m'a téléphoné au bureau et m'a dit « Hey, félicitations sur ton frère! » J'avais l'habitude de ce genre de coup de téléphone, mais j'avais aucune idée du contexte. Et j'ai dit « Pourquoi? Qu'est-ce qu'il vient de faire? » Et puis elle me dit il est parmi les derniers les finalistes pour devenir le premier Canadien dans l'espace. Alors j'étais bouche bée, bien sûr, et j'ai immédiatement téléphoné à ma mère qui m'a révélé que elle, je pense qu'elle l'a appris un jour ou deux avant, je suis pas certain. On va peut-être découvrir ça dans son livre, son autobiographie qui va sortir au mois d'octobre. Mais en fin de compte, c'était une surprise pour la famille et certainement pour mes autres frères. Eux, ils n'avaient aucune idée non plus. Alors, c'était la première grande surprise, disons. Il y en a eu plusieurs après. Ah oui, comme on va le voir. Oui. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'au moment où les 6 astronautes canadiens sont sélectionnés, donc le 6 décembre 1983, la NASA prévoit envoyer 2 astronautes canadiens dans l'espace. Un devrait s'envoler en novembre 1985 et un second au début de 1986. Sauf que, on est en décembre 1983, rendu à mars 1984, surprise, la NASA décide qu'un astronaute canadien va voler dès le mois d'octobre, donc dans à peu près 6 mois au moment où ça se passe, et que cet astronaute-là, ça va être Marc Garneau. Donc, surprise générale, parce qu'on ne s'attendait pas qu'il serait nommé si rapidement que ça. Mm-hmm. Voilà la deuxième grande surprise. Et à l'époque, mon souci était comment est-ce qu'on devient astronaute en 6 mois? Alors, le drame s'est accéléré très rapidement quand ils ont fait ce changement dans la cédule. C'est ça. Une question, évidemment, qui s'est rapidement posée, c'est pourquoi Marc a été choisi? Pourquoi Marc plutôt qu'un autre? Et ça, même aujourd'hui encore, ça fait l'objet d'un mystère parce qu'il faut expliquer quelque chose que les gens ne soupçonnent pas. C'est la NASA qui se réserve le privilège de nommer ceux et celles qui vont être à bord de ces vaisseaux spatiaux. C'est la NASA qui décide. Et par exemple, dans le cas des astronautes canadiens, le gouvernement canadien ou quelques autres Canadiens que ce soit n'avait pas son mot à dire. C'est pas le gouvernement canadien qui a choisi Marc plutôt qu'un des 5 autres astronautes. C'est donc la NASA. Et ça demeure un mystère pourquoi la NASA choisit Marc. Et il faut savoir que le privilège que s'accorde la NASA, c'est de jamais révéler pourquoi ils ont choisi un tel plutôt qu'un autre.
D'ailleurs, dans le domaine spatial, on dit souvent qu'il existe des bibliothèques entières de livres écrits sur pourquoi la NASA a choisi tel astronaute plutôt que tel autre. Là. Pourquoi, par exemple, on a choisi Neil Armstrong comme commandant d'Apollo 11 et qui a été le premier à marcher. Personne ne le sait. C'est vraiment un secret gardé. D'ailleurs, je peux raconter une anecdote. À l'époque, là, en 1984, je connais assez bien le directeur du détachement des astronautes canadiens qui s'appelle Carl Deutsch. Et un jour, j'ai demandé à Carl, j'ai dit, vous êtes le directeur des astronautes canadiens, vous faites évidemment affaire avec la NASA. Est-ce que vous savez pourquoi Marc a été choisi? Et lui-même me dit non, je ne le sais pas. Même le responsable canadien ne savait pas pourquoi la NASA a préféré Marc à tout autre astronaute canadien. Donc, ça demeure un mystère. Maintenant, Philippe, je pense que ton frère s'est fait souvent poser cette question-là. Et lui-même ne le sait pas pourquoi lui plus que les autres, mais il avait ses propres hypothèses. Pourquoi Marc pense que c'est lui qui a été choisi plutôt qu'un des 5 autres astronautes canadiens? Superbe question. Je lui ai demandé d'ailleurs en 2024, c'est-à-dire il y a environ 5 semaines. Ça me prend du temps pour demander les questions importantes, il paraît. Et je lui ai dit, OK, pourquoi toi? Puis il a confirmé ton jugement. Il a dit, je ne sais pas. Mais j'ai dit, alors, décris-moi le processus parce que je veux trouver des indices. Il dit, en fin de compte, ils ont envoyé un astronaute, un vétéran, pour les entrevues, pour assister à des entrevues et ne pas les entretenir lui-même. C'était un homme. Je me rappelle plus du nom, je m'excuse. C'est un des astronautes de la NASA, hein? Oui, un astronaute qui avait déjà volé, qui connaissait absolument tout, et on lui avait donné la tâche d'aller au Canada et d'imaginer que les 6 candidats avaient été déjà assez accomplis, que c'était pas un choix entre est-ce qu'il y en a un qui est capable de faire la job, c'est plutôt qui serait capable de remplir la tâche spécifique, c'est-à-dire de s'intégrer dans une équipe qui existe depuis des années. Alors, c'était pas un snobisme, mais plutôt c'était pratique, dans le sens que est-ce que tu voudrais avoir un étranger à bord, ou plutôt quelqu'un qui n'est pas quelqu'un avec qui tu avais travaillé pendant des années pour geler le sens d'équipe. Alors, il fallait que cette personne considère tous ses points de vue. La NASA ne se souciait pas du tout de comment est-ce que le choix allait être vu par les Canadiens. Donc, c'était pas une question. On peut éliminer l'idée que c'était un Québécois, etc. Parce que ça, c'est pas important pour la NASA. Pour eux, c'était est-ce que parmi ces 6 candidats, lequel va être le plus capable de s'intégrer? Alors, Marc m'a dit que, tu sais, tous les 6 sont passés dans une salle d'entrevue avec d'autres gens qui étaient là, et il y avait le monsieur dans le coin qui écoutait. Alors, il dit, c'est tout ce que je sais. J'ai répondu les mêmes questions qu'on m'avait demandé au préalable sur mon histoire, ma capacité, etc. Mais si tu me demandes, ce qu'il m'a dit, d'imaginer quelque chose, je pense que c'est pas nécessairement ça qu'il avait fait carrière en tant que militaire, donc et la plupart des pilotes, bien sûr, sinon tous les pilotes sont des militaires dans la NASA. Ce n'était pas simplement le militaire, mais le fait qu'en tant que marin, il avait participé à une course transatlantique avec une équipe d'environ 6 ou 7 personnes, je me rappelle plus des détails, qu'ils avaient gagné. Maintenant, une course transatlantique sur un bateau qui est manié par 6 personnes, c'est de l'ouvrage. C'est humide, c'est un mois aller, un mois retour, dans des conditions qui menacent en tout temps, où l'habilité de s'entretenir en tant qu'équipe, etc., comptait pour beaucoup. Alors, lui pense que ça a peut-être joué dans sa faveur parce que il savait que pour lui, pour cet individu, l'idée d'être mis sous pression avec un sort important et plein de surprises, il avait déjà eu cette expérience. Ensuite, quand tu ajoutes le fait que
quand tu es marin, il y a absolument aucun accomplissement que tu fais tout seul. C'est toujours un travail d'équipe. Et ce qui ne retire rien à l'expertise des autres 5 astronautes, mais il n'y en avait pas parmi eux un individu, à ce que je sache, qui avait été testé au niveau de coéquipier, etc. Alors, je pense que ça a joué dans sa faveur. Et bien sûr, au niveau du Canada, c'était intéressant et utile d'avoir le premier astronaute qu'il a été né au Québec, qu'il était bilingue et tous les autres atouts qu'on considère quand on élève une personne à devenir une vedette publique qui, dans un sens, appartient au Canada. Il n'était pas là en tant que citoyen privé, mais en tant que Canadien qui représente son pays. Alors, c'est un peu ce cocktail d'atouts. Je pense et il pense, mais il le saura jamais, bien sûr, parce que il faudrait que quelqu'un le dévoile. Je pense que c'est la raison pourquoi il avait été choisi d'être le premier. Et en dernier lieu, au niveau du Canada, il y avait une expérience qui allait aller à bord, qui allait tester le mal de mer dans l'espace. Et parmi les 6 astronautes, c'est Marc qui subissait les pires conséquences. En d'autres mots, chaque fois qu'il allait dans le KC-135, le Vomit Comet, la comète qui fait vomir, il était toujours malade. Alors lui pensait, oh, je suis dernier dans la queue, mais parce qu'il voulait aussi quelqu'un qui pourrait être malade dans l'espace et s'étudier lui-même, dans un sens, vomir a tout changé pour lui. C'est quand même amusant, c'est assez paradoxal. C'est ça, un des intérêts de Marc, c'est qu'il est effectivement des 6 astronautes canadiens le plus bilingue, celui qui peut aussi bien s'exprimer en français qu'en anglais. Ça, c'est une sensibilité qui est très présente au Canada. Je dis ça pour nos amis français qui sont peut-être pas conscients de notre situation politique. Et donc, c'est un avantage, mais pour la NASA, ça n'a pas compté. Une autre question qu'on m'a souvent posée ou que les gens se posent souvent, c'est pourquoi la NASA tenait tant à embarquer des Canadiens, à emmener des Canadiens dans l'espace à bord de la navette spatiale alors qu'elle aurait pu les remplacer par des astronautes américains? Il faut savoir que la présence de Canadiens à bord de la navette, c'était pour remercier le Canada de sa participation au programme de la navette spatiale. Je pense que tout le monde sait que le Canada a fourni le fameux bras robotique de la navette spatiale, le bras qu'on appelle le Canadarm. Donc ça, c'est des accords qui ont été passés dans les années 70 où la NASA a dit, écoutez, au Canada, vous nous fournissez le bras robotique et en échange, on va permettre à certains de vos citoyens de voler à bord de la navette spatiale. Il faut savoir aussi que derrière cet engagement-là, il y a des raisons politiques. C'est-à-dire qu'il y a le Canada qui participait à la navette spatiale avec son bras. Il y a aussi l'Europe qui a participé en fournissant le laboratoire Space Lab. Et il faut savoir que la NASA tenait beaucoup à la participation des Européens et des Canadiens pour protéger son programme de navette spatiale contre une annulation possible faite par soit le Congrès américain ou par un nouveau président américain. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau congrès d'élus aux États-Unis ou à chaque fois qu'il y a un nouveau président, celui-ci, des fois, remet en cause certaines décisions de son prédécesseur. Dans le cas de la navette spatiale, comme on l'a déjà parlé dans le balado de 1972, c'est Richard Nixon qui, en 1972, a décidé que les Américains allaient se doter d'une navette spatiale. Et ensuite, Richard Nixon a été remplacé par Gerald Ford, par Jimmy Carter, par Ronald Reagan. Et à chaque fois, il y a toujours le risque qu'à un moment donné, un des présidents ou au Congrès américain, on annule le projet. Évidemment, en incluant la participation de pays étrangers, donc de l'Europe et du Canada, ça rend la chose beaucoup plus difficile parce que là, les États-Unis ont pris des engagements envers d'autres pays. Donc, ça protégeait le programme de la navette spatiale, le fait d'avoir ajouté le Canada et l'Europe. Et en contrepartie, la NASA disait, nous allons faire voler des astronautes européens, nous allons faire voler des astronautes canadiens, d'où la présence de nos astronautes à certaines missions de la navette spatiale. Ce que j'aime de ton récit, bien sûr, par la lentille de ma carrière de marketeur, c'est que faut savoir que les Américains n'ont pas l'habitude de partager leur drapeau avec les autres. En d'autres mots, la navette spatiale, la NASA elle-même, c'est une expression de la fierté américaine. Le fait que le bras manipulateur avait le logo du Canada célèbre et qu'on pourrait le voir
était une indication de leur support pour la stratégie que tu viens de décrire, parce que s'il fallait mettre le drapeau ou le logo, si tu veux, d'un pays sur chaque objet à bord de la navette qui venait de quelque part autre que l'Amérique, ça serait le chaos. Mais bien sûr, le fait que on puisse voir le logo et que le logo est allé chercher des satellites qui ne fonctionnaient plus, a fait tellement de travail important et a ajouté beaucoup de drame. C'était une expression de notre collaboration et je trouve que c'était un beau moment. J'étais toujours fier de voir le logo. En fait, on peut dire, là, sans vouloir être trop patriotique, que le Canada a fait un coup de génie, d'une part, en concevant un excellent bras robotique. Il faut savoir qu'à l'origine, la NASA avait confié le projet au Canada en disant c'est un système secondaire pas vraiment important. Si jamais le Canada ne parvient pas à concevoir un bras robotique, ça ne sera pas très grave. Or, ce qui est arrivé en réalité, c'est que d'une part, le Canada a conçu un excellent bras qui a très, très bien fonctionné et qui s'est avéré beaucoup, beaucoup plus important que ce que la NASA avait estimé. Il a joué des rôles très importants qui n'étaient pas prévus à l'origine. On peut dire aussi que le Canada a fait un super beau coup de marketing, d'une part en appelant son système le Canadarm, donc en associant directement le nom du Canada, et avec le petit drapeau, qui fait que, d'ailleurs, certains Américains se sont déjà plaints en disant, il me semble qu'on voit plus le drapeau du Canada à bord de la navette spatiale qu'on voit le drapeau américain. Mais vraiment, les gens qui ont eu à la fois l'idée de l'appeler le Canadarm puis de placer le petit drapeau ont vraiment une idée de marketing géniale. Toi qui es en marketing, tu dois te réjouir. Une autre question qu'on peut... Oui. Est-ce que je peux ajouter un point que tu vas te rappeler aussi? Est-ce que tu te rappelles, à un moment donné, durant le vol de Marc, ils ont dit que les WC marchaient bien, mais la chasse d'évacuation qui envoie l'urine dans l'espace avait été bloquée parce que l'urine a gelé. Et elle bloquait si on voulait tirer la chasse une deuxième fois. Alors, Sally Ride a employé le bras manipulateur pour aller littéralement cogner le gros glaçon qui bloquait la toilette. Et je me rappelle quand ils ont dit « Oui, ça a bien fonctionné », on voit les cristaux qui flottent près de la fenêtre. En d'autres mots, toute cette technologie, tout ce savoir-faire, tout ça, ça sert pour aller libérer des satellites, les reprendre, faire toutes sortes de choses extraordinaires, mais c'est un plombier aussi. C'est ça, exactement. Il était vraiment le bras canadien s'est avéré beaucoup plus polyvalent que à quoi on s'attendait au départ. Exactement. Une autre question qu'on peut se poser, c'est que, comme on l'a dit un petit peu plus tôt, il était prévu que 2 Canadiens s'envoleraient, un en novembre 1985 et un autre en 1986. Et là, soudainement, au mois de mars 84, la NASA dit non, on va en embarquer un dès le mois d'octobre 84. Ça a surpris tout le monde parce qu'on ne s'attendait pas à ça et on peut se poser la question, le pourquoi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, donc au printemps 84, la NASA prépare activement un projet de station spatiale. En fait, la NASA rêve de se doter d'une station spatiale, ce qui n'a pas encore été adopté par les décideurs politiques à l'époque. Et la NASA fait toute une campagne pour encourager différents pays à se joindre à son programme, pour les mêmes raisons qu'on a encouragé le Canada et l'Europe à se joindre au programme de navette spatiale. D'ailleurs, peut-être que les plus anciens se souviendront qu'au mois de juin 1983, la NASA a dépêché sa navette Enterprise, placée sur le dos d'un 747, qui est venu faire un tour à Ottawa et qui est ensuite allé au Bourget à Paris. Encore là, c'était une façon de susciter l'intérêt du public canadien et européen à dire « Joignez-vous à notre prochain projet qui est celui de la Station spatiale internationale ». Ensuite, en décidant qu'un astronaute canadien volerait dès le mois d'octobre 1984, la NASA disait « ça va susciter l'intérêt du public canadien pour l'exploration spatiale et ça va d'autant plus faciliter l'engagement du gouvernement canadien qui va dire oui, on va s'impliquer dans le projet de la station spatiale. Et je ne vendrai pas un grand punch en vous disant que vous connaissez la suite, c'est que la station spatiale américaine auquel rêvait la NASA à l'époque est devenue la station spatiale internationale qu'on connaît tous bien. Donc, c'est pour ça que la NASA a décidé de devancer la présence d'un Canadien pour faciliter, pour forcer un peu la main à la fois au gouvernement étranger et à son propre gouvernement de dire
la suite logique de la navette spatiale, c'est la station spatiale. On devrait mettre en place un projet international, ce qui a évidemment été le cas. Et voilà. On pourrait aussi rajouter, ça, je sais pas, on peut peut-être aussi rajouter un détail, c'est que, étant donné que Marc a été choisi comme astronaute en décembre 83 et qu'il s'est envolé en octobre 84, donc 10 mois plus tard, Marc a en quelque sorte établi un record qui est, je pense, encore valable aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est la première personne à avoir été choisi comme astronaute et qui s'est écoulé seulement 10 mois entre sa sélection et son premier vol dans l'espace. Habituellement, là, la marche à suivre, normalement, c'est que la NASA recrute des astronautes. Ils s'entraînent durant 2 ans. Ils sont des astronautes candidats. Après leur entraînement de 2 ans, ils vont devenir des astronautes. Et là, il va s'écouler des fois 2-3 ans avant qu'ils puissent enfin s'envoler. Marc, lui, a fait ce parcours-là en 10 mois seulement. Donc, l'idée que Marc a eu le privilège, la chance de s'envoler en seulement 10 mois, c'est vraiment quelque chose qui s'est, je ne pense pas, reproduit. Je parle d'astronautes professionnels, là. Je ne parle pas des touristes qui vont dans l'espace, ça, c'est une autre catégorie. Mais dis-moi, en contrepartie, Philippe, Marc, là, il n'a eu que, en pratique, à peu près 6 mois pour se préparer. Ça a été quoi sa préparation? Puis, avez-vous eu la chance de le suivre ou vous l'avez perdu pendant 6 mois de temps, toute cette préparation-là? Effectivement, c'était le but de mon entretien avec Télémédia, c'était que je promettais tous les vendredis durant l'heure de pointe sur CKAC à Montréal et transmis au-delà par, je pense que c'est 45 stations de radio au Québec, c'était de faire une chronique qui suivait l'entraînement de Marc. Mais bien sûr, une très grande portion de cet entraînement était derrière des portes fermées et Marc n'est pas placoteur. Alors, il fallait que j'ai une stratégie et je vais bien sûr révéler ce que j'ai appris dans un instant, mais je pense que nos écouteurs vont peut-être trouver ça amusant que le grand public imaginait que c'était un entretien entre frères et frères parce qu'on se parlait tous les jours ou chaque semaine et puis il me disait, puis il me racontait des histoires. Non, c'est pas comme ça du tout. La personne que mon frère, avec qui mon frère partageait, parce que il était obligé, c'était ma mère. Alors, moi, ce que je faisais, c'est que chaque fois que ma mère parlait avec mon frère, je parlais avec ma mère, puis je lui disais, qu'est-ce qu'il t'a dit? Essentiellement. Et bien sûr, une mère ne ment pas, mais elle est très fière. Alors, dans un sens, elle préparait mes rapports parce que elle était une mère qui était fière. Alors, c'est elle qui me disait, ben, il a fait ceci, il a fait cela. Et bien sûr, grâce à CKAC, il y a une conférence qui a lieu 30 jours avant le lancement d'une navette qu'ils appellent, avec un grand saut d'imagination, le T-30, en autre mot, take-off minus 30 days, ce qui m'a donné l'occasion d'aller à Houston et de voir mon frère et passer du temps avec lui chez lui. Bon, revenant maintenant à ce que j'ai appris et quelle était sa formation. Alors, et pour commencer ce petit récit, il faut que je décrive un peu son gîte, là où il habitait. C'était, quand je suis allé, avant d'aller souper ensemble, visiter chez lui, parce qu'il n'a pas amené son épouse et ses enfants pour une raison bien simple, c'est il allait être un peu occupé. Alors, c'était vraiment lui tout seul. Et c'était comme visiter un peu le dortoir d'un étudiant à l'université, mais beaucoup plus ordonné et adulte. Dans un coin, il y avait des classeurs qui montaient jusqu'à 4 pieds, j'imagine. C'était vraiment une pile, plein de briefings scientifiques sur les expériences qu'il devait mener dans l'espace. Dans un autre coin, il y avait les manuels d'utilisation, si vous voulez, comment ne pas faire d'erreurs en tant que passager sur la navette, les protocoles de sécurité, etc. Et tout ceci a été écrit parfaitement pour un ingénieur. Donc, il avait déjà la cervelle, la capacité d'absorber ce niveau d'information. Dans un sens, il n'avait que 10 mois, 6 mois en réalité, mais depuis qu'il avait 16 ans, il se préparait parce que, en tant qu'ingénieur, en tant qu'officier de la marine, des briefings, voici le nouveau plan, voici la nouvelle technologie, on doit faire ceci et cela, l'avait déjà préparé à ce genre de processus. Mais
Et d'ailleurs, je vous citerai, il m'a montré une caméra et une série de lentilles. Il a dit chaque astronaute avait le droit d'avoir tout cet équipement parce qu'ils doivent prendre des photos. Et puis, il m'a dit qu'il allait aussi faire opérer la caméra IMAX. Tous les membres de l'équipe doivent savoir comment s'en servir. Donc, c'était un peu comme l'atelier d'un scientifique fou, parce que je touchais à rien, mais c'était vraiment la cave d'Ali Baba, si tu veux, une cave de trésors pour quelqu'un qui est passionné de l'espace, parce que je me suis dit, hey, j'ai tout ce qu'il faut ici pour devenir astronaute. Si seulement j'avais la cervelle et la capacité d'absorber ce niveau d'information. Alors, il faut aussi se rappeler que la première mission quelqu'un qui est en charge de charge utile, c'est de ne pas se gourer, de ne pas faire d'erreur, de ne pas occuper une place où il devrait ne pas être, etc., et de faire leurs expériences d'une façon un peu séparée du reste de l'équipe. Bien sûr, quand on monte en l'espace et quand on revient, il faut travailler en équipe, mais dans un sens, ils se séparaient un peu pour faire leur travail dans l'espace. Alors, le mot de passe, si tu veux, pour Crippen, le capitaine, qui était un pilote, lui a dit à plusieurs reprises, « Hey Marc, ce matin, j'ai envie d'aller faire un tour c'est quoi, des F-14, je pense, les jets qui sont à LXM? C'est des T-33? Des T-33? C'est des T-33, je pense. Il y en a 6 qui sont... Il y a pas 6, il y en a un certain nombre qui sont toujours là, plein d'essence, prêts pour que les astronautes qui sont pilotes, pour qu'ils puissent maintenir leurs compétences. Et alors, il dit, Marc, viens, on va aller faire un petit voyage. Et puis, donc, Marc dit, bien sûr, capitaine, il embarque en arrière et Cripp, qui est vraiment dans son cœur un pilote, je pense qu'ils sont allés en Alaska. Il faut pas oublier que leur point de départ, c'était Arlington Air Force Base, au Texas. Et Marc m'a dit, tu sais ce qu'il faisait vraiment, c'est qu'il voulait voir comment je réagissais sous pression, avec des surprises, comment est-ce que j'allais être gêné, ému, est-ce que j'allais lui dire quelque chose si c'était quelque chose qu'il voulait pas savoir, dans le sens qu'il observait tous les indicateurs, etc. Alors, il savait en tant que militaire que vraiment ces petits épisodes dans les T-33, c'était une façon de savoir comment est-ce que Marc réagirait à des grandes vitesses où il y a des grands dangers. Alors, une entrevue, il avait déjà passé l'entrevue, mais dans un sens, un parcours intéressant pour tester vraiment est-ce qu'il avait le cran, la discipline, etc. D'un autre côté, Sally Ride aimait jouer au squash avec Marc. Alors, c'était une façon pour elle de comprendre son caractère au-delà de son travail en tant que et la façon dont il manifestait ses talents d'ingénieur. Alors, et sans doute il y en avait d'autres. Avec moi, si c'était moi, j'aurais dit OK, on va faire un dîner ensemble. Je veux voir quels sont vos goûts, vos passions, etc. Mais pour eux, c'était des vols en T-33, c'était des jeux de squash. C'était des discussions avec Catherine Sullivan ou David Leesma ou McBride. Et c'était une façon de faire geler l'équipe ensemble. C'est ça. Et il faut dire que tu m'as raconté, puis ça c'est amusant, c'est que les balades en T-38, c'est pas des vols tout repos. Il pouvait faire des acrobaties, il pouvait faire pivoter l'avion sur lui-même. Il soumettait Marc à un certain nombre d'épreuves qu'on aurait peut-être de la misère à subir, toi et moi, là, pour voir un peu son caractère. Oui, tout à fait. C'est ça. On peut peut-être préciser aussi, Marc et ses coéquipiers que tu as nommés il y a quelques instants participaient à la 13e mission de la navette spatiale. Maintenant, dans la terminologie de la NASA, c'était pas la mission 13, c'était la mission STS-41G. Une appellation plutôt byzantine qu'on peut expliquer de la façon suivante. STS, c'est l'appellation officielle de la navette spatiale. Ça veut dire, autant en anglais qu'en français, Système de transport spatial, STS. 41G. 4 parce que la mission était prévue pour l'année 1984. Le 1 signifiait que c'était une mission qui s'envolait depuis Cap Canaveral, ou en fait depuis le Kennedy Space Center.
si cette mission-là s'était envolée de l'autre base américaine qui est à Vandenberg en Californie, ça aurait été 2. Et tant qu'au G, c'est la 7e lettre de l'alphabet parce que c'était prévu à l'origine comme étant la 7e mission prévue en 1984. C'est une appellation très complexe, d'ailleurs, qui a été poursuivie jusqu'à la 25e mission de la navette, qui était la mission 51L, donc 51 parce que la mission était prévue en 1985 de Cap Canaveral et c'était la 11e mission prévue. Là. L, c'est la 11e lettre de l'alphabet, si je ne sais pas trop mal compter. Et cette mission-là, STS-51L, c'est la fameuse mission de Challenger qui a eu lieu le 28 janvier 1986 et qui s'est terminée par une tragédie. Suite à cette mission-là, la NASA est revenue à une appellation plus simple. La mission suivante, ça a été STS 26, 27, 28, 29. Donc, pour ça qu'on va vous parler de la mission 41G, parce que ce n'est pas la mission STS 13 comme ça aurait dû être le cas. Peut-être pour préciser un petit détail, c'est que donc, l'équipage, à l'origine, est composé de 5 astronautes professionnels américains. Mark et Paul Scully-Power ne sont pas considérés à ce moment-là par la NASA comme des astronautes à part entière, mais comme des spécialistes de charge utile. C'était une nouvelle catégorie d'astronautes, c'est-à-dire, on pourrait dire, c'est l'équivalent, vous êtes des invités à bord de la navette spatiale. Et quand vous êtes spécialiste de charge utile, vous avez 3 fonctions principales. La première, c'est de ne pas entraver le travail des astronautes. Donc, la deuxième chose, c'est effectivement, vous devez ne jamais toucher à un système de la navette. Par exemple, Mark, même si c'était canadien, n'avait pas le droit de manipuler le bras télémanipulateur du Canada. Et la troisième chose, vous êtes là pour réaliser certaines expériences précises. Dans le cas de Mark, il y avait une dizaine d'expériences scientifiques mises au point par le Canada, dont des expériences biomédicales sur comment l'organisme humain réagit en apesanteur. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? En quoi ça a consisté? C'est 6 mois d'entraînement, j'imagine, 14 heures par semaine, par jour, 7 jours par semaine? J'imagine, certainement. Et quand Marc ne s'entraînait pas en participant au curriculum des derniers 6 mois avant un vol, qui va être bien sûr différent du curriculum 4 ans auparavant. Il y a une photo que j'avais vue dans les journaux de Marc en train de faire du jogging sur la plage au Cap Canaveral. Donc, il fallait que vraiment son entraînement soit un concept de 360 degrés. Alors, il avait ses habitudes en tant qu'un homme qui avait écrit un doctorat, qui était ingénieur. Il y avait tout cet entraînement-là. Il y a, comme tu le dis, ou comme je viens de partager, les étapes à subir qui montent au vol officiel ou qui approchent. Et bien sûr, il y avait aussi son rôle en tant que si vous voulez, publicitaire pour le Canada. Donc, il y avait aussi un élément, il n'était pas complètement éliminé ou retiré du grand public parce qu'il avait une fonction publicitaire pour le Canada. Alors, j'imagine pour lui que c'était comme j'ai dit auparavant, un cocktail de pression. Et en tant que père de famille, etc., il y avait aussi tout ça. Alors, je regrette de ne pas pouvoir te dire, c'est mois par mois ce qu'il faisait parce que c'était pas sa priorité de le partager avec moi. Alors, la plupart de mes aperçus sur son entraînement sont, comme je l'ai dit auparavant, par l'entremise de ma mère. Mais on est une famille de militaires. Mon père était brigadier général. Ma mère a suivi et soutenu une famille militaire toute sa vie. Donc, elle comprenait les moments où le mari ou dans son cas, le fils sont mis à l'écart et elle lisait un peu son parcours avec une oreille qui savait ce qu'elle entendait aussi. De notre côté, le temps passe. Nous aussi, on doit se préparer à aller couvrir la mission de la navette. Et la première étape qu'on doit faire comme journaliste, c'est d'obtenir son accréditation auprès de la NASA, parce que vous n'arrivez pas comme ça là, puis vous présentez « Bonjour, je suis journaliste, je vais assister ». Non. Hey, je suis curieux! C'est ça, exactement. Ça, il y a des milliers, des centaines de milliers de personnes qui voudraient avoir le privilège qu'on va avoir.
La première étape, pour ceux que ça pique la curiosité, c'est qu'il faut que notre patron de presse en fasse la demande officielle, donc se présente comme étant patron d'un média qui va envoyer un journaliste couvrir la mission à Cap Canaveral et à Houston. Et je pense que c'est un formulaire relativement simple à remplir que mon patron, Jean-Pierre Rogel de Québec Science, a rempli à l'époque. Il faut dire une chose, travailler avec la NASA, c'est assez facile et ils ne font pas de chichi. Donc, en autant que ce soit plausible que moi, je vienne pour Québec Science et que Philippe va venir pour CKC Télémédia, il n'y avait pas de problème pour la NASA. Donc, la première étape, c'était de faire notre demande. La deuxième étape, je vais te laisser la raconter un peu peut-être, c'est déterminer notre quand est-ce qu'on va y aller exactement, donc c'est-à-dire la date de lancement. Le problème, c'est que la date de lancement peut changer à tout moment. Comment ça s'est passé de ton côté, Philippe? Eh bien, moi, j'étais chanceux comparé à toi parce que j'avais la puissance de Télémédia, j'avais les chiffres d'écoute, j'avais tout ça. Donc, mon accréditation a été contrôlé par Télémédia et CKAC, et ils ont envoyé Michel Vien pour être mon collègue, et en autre mot, François Pratt m'a donné une formation accélérée, comment enregistrer, comment envoyer mon rapport, etc., quels sont mes droits en tant que journaliste. Mais Michel Vien, qui était bien sûr une des vedettes à CKAC et journaliste lui-même, c'était mon accompagnement. En autre mot, il y avait toujours la chance que lui dise des choses importantes et ensuite se tourne vers moi et dit « et on va avoir la réaction de Philippe ». Alors, durant le lancement et l'atterrissage, je suis devenu le frère. Entre les deux, j'étais le journaliste. Michel n'est pas resté et il n'a pas continué parce que ils ont dit que c'était une belle histoire. Une chose que tu m'avais dit de ça, je sais pas, environ il y a 8 mois, auquel je n'avais jamais pensé, et j'imagine que la NASA n'y avait pas pensé à l'époque non plus, c'était qu'il donnait accréditation à quelqu'un qui allait être en ondes, en direct, et c'était le frère. Et bien sûr, avec les événements de janvier 86, l'idée d'avoir quelqu'un près d'un micro et la navette échoue, ça aurait été un désastre personnellement pour moi, parce que je serais en ondes en train de voir la mort de mon frère, ou comme la famille de Krista McAuliffe et tous les astronautes. C'est pas un bon moment pour un publicitaire de voir la famille d'un astronaute réagir en direct. Je vais revenir quand même sur les préparatifs un peu. Imaginez-vous, on est probablement au mois d'août, peut-être juillet, août, on fait notre demande auprès de la NASA pour être accrédité, pour participer, pour assister, pour couvrir la mission de la navette spatiale. La NASA ne nous pose pas de problème. Là, il faut acheter nos billets d'avion et réserver nos chambres d'hôtel pour se rendre à Cap Canaveral. Le premier problème auquel on est confronté, c'est exactement la date de lancement. Et ça, la date de lancement peut varier beaucoup. Et là, je rajouterais qu'on est en 1984, on est avant l'Internet, bien avant l'Internet, et acheter ses billets d'avion, réserver ses chambres d'hôtel, c'est pas aussi facile qu'aujourd'hui. Et au moment où on fait ces démarches-là, le lancement est prévu pour le 1er octobre, lundi le 1er octobre. Mais on sait qu'au cours des prochaines semaines, là, imaginez qu'on est au mois d'août, au cours des prochaines semaines, la date de lancement peut changer quelque peu, peut être retardée de quelques jours comme à quelques semaines. Donc là, il faut réserver à la fois nos billets d'avion pour se rendre à Cap Canaveral. Une fois le lancement effectué, on prend l'avion et on s'en va à Houston. Donc, il faut réserver des chambres d'hôtel à Cap Canaveral, à Houston, en fonction d'un lancement le 1er octobre. Entre-temps, à la mi-septembre, le lancement va être reporté au 4 octobre. C'est pas si pire, reporté de quelques jours. Donc là, OK, probablement qu'on a eu à faire des changements de billets. Encore là, espérons, on est à mi-septembre, que la date va tenir. Et effectivement, la date va tenir, c'est-à-dire, en fait, elle va être reportée d'une journée, va avoir lieu le 5. Mais ça n'a pas trop changé. Mais je vous rappellerai, si vous voulez avoir une idée, rappelez-vous peut-être, si vous en souvenez, le lancement de la mission Artemis 1 à l'été de 2022. Le lancement était prévu à l'origine au début du mois de juillet, puis à la fin juillet, puis je pense que c'était au début de septembre, puis quelque part au mois d'octobre.
pour finalement avoir eu lieu en novembre, à la fin novembre. Je pense que c'est le 22 novembre ou dans ce coin-là. Écoutez, les journalistes qui ont eu à couvrir ça, je sais que certains ont dû se rendre 2-3 fois à Cap-Canaveral pour rien. C'était le risque auquel on s'est exposé, mais on n'a pas eu trop de problèmes dans le cas de la mission 41G. Et j'inviterais les gens à suivre le prochain lancement d'Artemis, Artemis 2, qui est prévu théoriquement actuellement pour septembre 2025, mais c'est loin d'être acquis que ça va être ça. Ça fait que si vous êtes journaliste, que vous devez prévoir une mission, une couverture, ça peut être très, très difficile. Dans le cas de la mission 41G, on était extrêmement chanceux, Philippe et moi, parce que la date n'a presque pas changé. En fait, elle est passée du 1er au 4 octobre. On s'est rendu à Cap-Canaveral le 4 octobre, en fonction d'un lancement le 4 octobre, qui a finalement eu lieu le 5. Est-ce que tu te souviens, Philippe, comment ça s'est passé, ton départ vers Cap-Canaveral, comment les choses se sont présentées? Ben oui, parce que c'est ce que je trouve tellement drôle avec ce que tu viens de partager, c'était que moi, je dirais que certainement dans mon cas, et possiblement pour CKC, parce qu'il faut se rappeler que CKC n'était pas une station spatiale. C'était complètement nouveau pour eux. Donc, je pense que, comme je le dis, moi et CKC, on n'avait aucune idée, quoi que ce soit, que la date pouvait être rapportée. Pas plus qu'on pensait que Noël pourrait passer au 27 décembre. Parce que c'était la NASA. Et la NASA, c'était un peu une organisation qui marche comme une horloge suisse. Ça va partir quand ils ont dit, et s'il y a un délai, ça va être une matière de minutes ou de secondes. C'était ma perception. Et l'autre perception, on peut faire le lien avec ce qu'on vient de discuter il y a 5 minutes, c'était que, parce qu'on me demandait tout le temps, es-tu nerveux? As-tu peur? Est-ce que tu penses que les choses pourraient mal aller? J'ai dit, pourquoi? Ça va toujours très bien avec la NASA. Ça faisait depuis les années 60 où il y avait une erreur, en tout cas une erreur qu'on comprenait en tant que grand public. Donc, il n'y avait pas cette pression que, oh mon Dieu, et c'est pourquoi ça pourrait être rapporté. C'est pour ça que CKC a envoyé un journaliste qui faisait le show du matin. Et lui, il pourrait pas faire son travail pendant 5-6 jours en attendant depuis là, mais ils avaient toute confiance que s'ils avaient dit que c'était le 4, ça serait le 4 et Michel pourrait retourner pour le 5. Alors, il y avait une naïveté de notre part et c'est un exemple parfait de la différence entre un journaliste pour Québec Science et quelqu'un comme moi ou une station qui n'a pas une spécialité scientifique. La naïveté nous a bien servi dans ce cas-là. J'imagine que si le lancement avait été rapporté, et je vous signale aussi que toute notre famille, ils sont venus aussi. Mes parents étaient là, mon épouse, des cousins, toutes sortes de gens sont venus. Et puis, il n'y en a pas un qui pensait que c'était quand même un mariage presque. On se réunit pour célébrer le lancement. Le lancement n'est pas mobile. Oui, c'est ça. Comme quoi, parce que ça s'est passé comme ça, c'était notre expérience. Oui, comme quoi la naïveté, des fois, ça fait qu'on est plus heureux parce que moi évidemment, j'étais aux anges de penser que j'allais assister à un lancement d'astronaute, mais j'étais très conscient qu'il pouvait y avoir de 1001 reports. Moi, le souvenir que j'ai, là, en fait, c'est intéressant parce qu'à l'époque, j'ai écrit un article dans Québec Science où je raconte le voyage, fait que je l'ai relu récemment. Ça m'a rappelé plein de souvenirs que j'avais oubliés, mais à l'époque, moi, j'ai pris l'avion pour Montréal le mardi, le 2 octobre, et pour aller me poser à un aéroport qui est à Melbourne, qui est situé juste au sud de Cap-Canaveral. Et chemin faisant, l'avion est passé au large de Cap-Canaveral et de Mont-Hublot, j'ai pu apercevoir le VAB, l'immense bâtiment dans lequel sont assemblées les navettes spatiales, là, un bâtiment qui mesure 52 étages de haut. J'ai pu le voir de l'hublot de mon avion. C'était déjà un premier aperçu. J'ai pas pu voir la navette sur son pas de tir. Ça, c'était probablement à la hauteur où j'étais, à la distance que j'étais, mais c'était déjà mon premier coup d'œil à Cap-Canaveral. Donc, je suis arrivé à Cap-Canaveral le 2 octobre. Le lendemain, je suis arrivé au site de la NASA. Première étape, ça a été de recueillir ma passe de presse. Là, il faut passer à un bureau, on s'identifie, on montre notre passeport, on nous donne une carte de presse. Ça, c'est un privilège parce que ça va nous permettre d'accéder à des sites auxquels le grand public n'a pas accès. L'arrivée aussi au site de presse,
Là, vous avez une tonne de documents qui vous attendent. Vous avez toutes sortes d'informations sur les plans de vol, sur les horaires, sur si vous avez... La NASA est extrêmement généreuse en termes de documents. Fait que la première heure que vous passez là, vous sortez avec une pile de documents à lire, à consulter tout au long de la mission. C'est un charme de travailler avec la NASA. Toi, Philippe, est-ce que c'est au moment où tu arrives pour couvrir la mission 41G, est-ce que c'est ta première visite à Cap Canaveral? Effectivement, c'était ma première visite. Moi, ma première impression, celle que je retiens avec la nostalgie de la mémoire, bien sûr, c'est d'avoir presque un torticolis parce que j'avais les yeux élevés vers le ciel, parce que quand on voit ce qu'on appelle le VAB, le Vehicle Assembly Building, c'est le Chartres, c'est le Notre-Dame séculaire de la technologie, si tu veux. Alors, j'étais comme ça, puis j'avais la mâchoire à terre aussi. L'entretien de Claude ne se termine pas aussi abruptement, je vous rassure. Les deux compères ont parlé pendant très longtemps, donc il a fallu découper le balado en deux. Voici donc la fin de la première partie. Vous aurez la suite de leur conversation dans un deuxième épisode exceptionnel qui ne remplacera pas un épisode régulier. Voilà, vous l'aurez en plus. Et vous aurez très bientôt donc la suite de cette conversation. En terminant, Claude et Philippe désirent remercier chaleureusement Anne Mills et l'équipe de Zone 3 qui, sans trop le savoir, sont à l'origine de ce balado. La maison de production Zone 3 a produit pour l'occasion un documentaire intitulé Mission spatiale 84, un premier québécois parmi les étoiles, qui sera diffusé le 5 octobre à 20h et rediffusé par la suite sur la chaîne spécialisée Historia, uniquement disponible au Québec. Malheureusement, à notre connaissance, ce documentaire ne sera pas disponible en France. Ce balado vous a été présenté et réalisé par Florent Meunier avec au contenu Claude Lafleur et à la diffusion Laurent Rinégo et Dylan Baillargeon. Le balado revient dans 2 semaines avec la diffusion du 3e épisode de la grande aventure d'Apollo 11, Le Petit Pas. Sur ce, et où que vous soyez dans l'univers, à bientôt pour un autre voyage dans l'espace.